Voilà, donc sur cet atelier, donc voilà, Jean-Marie Lett et moi-même, Olivier Josselin, donc allons faire un petit focus sur les résultats de l'enquête. Alors, l'objectif, donc nous allons être à peu près une demi-heure ensemble. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat, hein. L'objectif, c'est que ce soit interactif et que voilà, voilà, c'est que ça vous apporte un maximum d'éléments et que nous puissions répondre à vos questions ou préciser éventuellement nos propos. Un sommaire, au sommaire, donc voilà, des chiffres qui vont étayer à peu près nos propos. Et ce qu'il en ressort de l'enquête OSER, hein, donc un focus sur la stratégie commerciale au niveau des ventes de vos productions, un focus sur la stratégie matérielle, hein, comme évoqué par Jean-Michel Écochard sur la précédente visio, ce qu'on a pu observer par rapport à, ou ce qu'on a pu recenser par rapport à la gestion des systèmes de culture. Éventuellement, on parlera des externalisations d'activités qu'on a pu observer entre les différents profils d'exploitation et une conclusion. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, donc qui peuvent enrichir nos propos. Donc, quelques chiffres de stratégie. Donc, ce qu'on a pu observer, donc l'objectif, c'était d'identifier les exploitations, on va dire, qui sont qui sortent les plus performantes en termes de résultats et donc sur quels critères on s'appuie pour observer les meilleurs résultats. Donc le BE est un très bon indicateur, hein. Le BE, c'est quoi? C'est la ressource dégagée par l'activité de l'année qui permet et de rembourser les emprunts et puis aussi de dégager du revenu pour maintenir votre train de vie au niveau de l'exploitation. Le résultat courant ou le résultat d'exercice, donc RC à droite, bah, c'est un indicateur aussi, ça permet d'identifier la performance économique de l'exercice. Mais avant tout, le BE, ça permet de voir si l'entreprise est capable de faire face aux besoins financiers de l'entreprise. Donc, ce qu'on peut observer, donc, donc on a fait une analyse où on allait chercher le quintile des exploitations les plus performantes. Donc, le quintile, c'est un cinquième des exploitations qui dégage le meilleur EBE et le quintile des exploitations qui dégagent le moins bon EBE pour voir qu'est-ce qu'il en ressort de ces analyses, donc des chiffres qu'on va creuser un petit peu. Alors, ce qu'il en ressort, donc en termes d'écart, au niveau des produits hors aide, donc le chiffre d'affaires qui est dégagé hors aide PAC, c'est environ un écart de 260 € de l'hectare entre ce groupe de têtes EBE les plus élevés et EBE les moins élevés. Si on regarde du côté de l'analyse résultat, donc sur ce groupe-là, on observe un écart de l'ordre de 100 €. Mais voilà, on va se focaliser sur le BE, donc qui nous met en évidence un écart de 160 € de l'hectare. Et quand on regarde les rendements de ces deux groupes-là, il y a un différentiel de rendement qui est de l'ordre de 10-15 quintaux sur les céréales, notamment le blé, si on zoome sur le blé. Donc ça explique une partie des écarts, donc expliqué peut-être par le potentiel de vos parcelles, mais pas que, ça peut être aussi expliqué par des stratégies d'exploitation, des conduites d'exploitation qui peuvent être différentes et donc avoir un impact différent sur les ressources de l'entreprise. Si on regarde d'un peu plus près des postes majeurs en termes de charges, hein, donc c'est la mécanisation, donc c'est un sujet qu'on remet souvent sur le haut de la pile en termes de réflexion. Si on est dans l'ensemble de l'échantillon des exploitations qui sont suivies sur l'abri, on a répertorié les coûts de mécanisation, donc les coûts donc certaines exploitations ont des coûts de mécanisation de moins de 300 € de l'hectare, d'autres ont des coûts de mécanisation de plus de 500 € de l'hectare. Et donc, derrière la mécanisation, qu'est-ce qui se cache? Il y a les amortissements du matériel, donc ça c'est le plus gros poste, hein, c'est la courbe en vert. Il y a des travaux par tiers, donc pour certains de vos travaux, vous les déléguez à d'autres, à des entreprises de travaux agricoles notamment. Il y a le crédit bail, qui peut être une solution alternative à l'amortissement, et l'entretien du matériel. Et donc, quand on creuse un petit peu par rapport à ces chiffres-là, donc en termes de méca, on voit des écarts donc de l'ordre de 370 €, hein, donc entre le groupe le plus économe en mécanisation et le plus élevé en mécanisation. Et dans ce différentiel de méca, c'est essentiellement de l'amortissement pour 290 € de l'hectare. Donc derrière se cachent différentes stratégies, hein, on va dire
ça peut être des choix de renouvellement plus importants pour certains exploitants, sur équipement parce qu'il y a d'autres activités sur l'exploitation, donc ou à l'extérieur de l'exploitation. Donc là, c'est un constat, voilà, un écart qui est de 290 € de l'hectare. Et derrière, les autres postes qui sont un peu moins importants en termes de poids, mais qui nous permet quand même de constater des écarts, notamment les coûts de carburant, on a des écarts de l'ordre de 22 € de l'hectare, des frais de réparation à peu près 34 €, 12 € de crédit bail, et travaux parterres pour 48 €. Derrière, ce qu'il faut retenir comme information, c'est on peut penser que des coûts d'amortissement plus élevés sont le reflet de choix de renouvellement plus importants, accès à matériel plus performant, qui pourraient être plus économes en termes de carburant, d'entretien, etc. Et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. En fait, les exploitations qui ont des coûts d'amortissement qui sont les plus élevés ont parfois des coûts de carburant qui peuvent être plus élevés, ou des frais d'entretien, parce que c'est peut-être des matériels qui nécessitent des coûts de maintenance où l'exploitant n'a pas forcément la main, et donc ça peut générer des coûts d'entretien qui ne sont pas forcément inférieurs. Donc ça, c'est un focus sur la mécanisation. Si on regarde sur les autres composantes de la performance économique d'une exploitation, parce que oui, effectivement, la méca, c'est un poste majeur, mais il y a aussi le poste des intrants. Si on regarde du côté des marges brutes, notamment, donc là, on a bien gardé sur le haut, donc vous avez le BE des exploitations qui sont les moins performants et le BE des exploitations les plus performants au milieu et la moyenne du groupe tout en bas. Donc on voit qu'il y a des écarts de marge brute qui sont de l'ordre de 260 €, induits par des écarts de produits de 230 € entre ces deux groupes-là de l'hectare. Et donc, quand on va regarder le BE auquel on retire les annuités d'emprunt, donc les remboursements d'emprunt, donc c'est ce qui reste pour vivre à l'exploitant, c'est ce qu'on va appeler le revenu disponible. Et on voit que pour un quart des exploitations, le BE couvre les annuités, et pour un quart des exploitations, on a un BE largement positif, et donc ça nous affiche un différentiel de l'ordre de 390 € entre ces cinquièmes d'exploitation les plus élevés et les moins élevés en termes de performance BE. Et donc, toujours avec ce différentiel de chiffre d'affaires à l'hectare qui est de 260 €. Donc, vous voyez, c'est le chiffre d'affaires qui explique une partie de l'écart des 390 €, mais c'est également les charges qui sont engagées sur l'exploitation et qui sont notamment des intrants, de la mécanisation et puis, bien sûr, toutes les autres charges de l'exploitation. Donc voilà en termes de chiffres ce qu'on peut retenir sur les écarts qu'on peut constater au niveau des exploitations. Donc ça, c'est issu des analyses de groupe que l'on peut faire au niveau de nos structures respectives. Donc là, on va faire un petit retour pour corroborer ces chiffres ou expliquer, trouver des explications par rapport aux résultats de l'enquête. L'analyse qu'on a pu faire au niveau de l'enquête. Donc je passe la parole à Jean-Marie Lette, qui va prendre la suite. Merci Olivier. Donc bonjour à tous. Une première série de questions portait sur la stratégie de commercialisation de vos céréales et oléagineux, et notamment sur le fait de vendre au cours du jour ou vendre au cours moyen. Alors, ce qu'on constate, vous l'avez sur le petit graphique là en bas à gauche, ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a assez peu d'écart entre le premier quartile et le quartile 5 sur le mode de commercialisation. On peut aussi constater que la part vendue au prix moyen en brie, elle reste assez importante, même largement prépondérante. Pour nous, en fait, cours du jour ou cours moyen, ça peut être deux stratégies gagnantes. Il n'y a pas à les opposer. Ce qui nous paraît plus important, c'est la cohérence du choix avec sa situation personnelle, avec ses convictions, avec son organisation. C'est ça qui est plus fondamental. Ainsi, le prix moyen, ça peut être une stratégie gagnante, notamment si
Vous avez confiance dans votre OS et dans sa capacité à générer des prix performants. Si vous avez accès, grâce à votre OS, à des contrats qui peuvent faire la différence, des contrats différenciants, ou si vous avez besoin de sécurité, peut-être que le prix moyen sera un peu plus sécuritaire. À l'inverse, le cours du jour peut être lui aussi une stratégie gagnante si vous disposez de stockage, c'est le minimum nécessaire, mais si vous disposez aussi de temps pour vous former aux techniques de commercialisation et pour vous informer régulièrement sur les marchés. Et puis aussi, c'est indispensable, il faut, dans cette stratégie-là, maîtriser les techniques de sécurisation de votre prix qui sont essentielles. Donc, vous voyez, ce choix multiple, il n'y a pas d'opposition, il peut être gagnant et notamment dans l'abri, il faut quand même le souligner. S'il y a beaucoup de prix moyens, c'est parce que il y a un certain nombre de petites coopératives performantes, proches de leurs adhérents, capables de contractualiser des marchés spécifiques de niche et qui dégagent en général des prix moyens d'un très bon niveau. Alors, une deuxième série de questions portait sur les stratégies matérielles, et notamment en matière de renouvellement. Vous savez que l'acte de renouvellement, Olivier l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui va constituer finalement la grosse masse du coût de votre mécanisation par le biais notamment des amortissements. Alors, la série de questions, elle portait notamment sur le type d'achat. Est-ce que vous achetez plutôt du neuf? Est-ce que vous achetez plutôt de l'occasion? Est-ce que vous achetez plutôt selon les opportunités? Eh bien, ce qu'on constate, là aussi, finalement, c'est assez peu d'écart entre les deux quartiles. Vous avez le quartile 1 en bleu, le quartile 5 en rouge. Et on a, dans les deux situations, finalement, à peu près les mêmes niveaux d'achat. Et on peut d'ailleurs constater que, eh bien, il y a quand même un nombre d'achats de matériel d'occasion relativement important. Alors, c'est peut-être lié au niveau de revenus des dernières années qui n'étaient pas formidables et qui ont peut-être contraint un certain nombre d'agriculteurs à se tourner plutôt vers l'occasion. Là aussi, je ferai un peu la même remarque que tout à l'heure. Acheter du matériel neuf ou acheter du matériel d'occasion, ça peut donner, là encore, deux stratégies gagnantes. Mais ce qui nous semble important, il y a un certain nombre de choses, on l'a vu, qui font des différences importantes. Olivier l'a montré tout à l'heure. C'est d'abord, sans doute, de planifier ses investissements de renouvellement sur 3 à 5 ans. C'est d'éviter de lier l'investissement et le niveau de résultat. Il y a d'autres moyens pour gérer la fiscalité et les charges sociales que le renouvellement de matériel. Il y a la déduction, par exemple, d'épargne de précaution, il y a l'impôt sur les sociétés. Voilà, il y a plein de moyens autres que celui d'acheter du matériel pour se créer des amortissements supplémentaires et réduire sa fiscalité. Et puis, il y a une question extrêmement importante en matière de matériel, c'est est-ce que quand je renouvelle mon matériel, est-ce que le matériel que je vais acheter sera utilisé à son optimum économique? C'est ça la vraie question. Le tracteur que je vais acheter, est-ce qu'il va faire 300 heures par an? Est-ce qu'il va en faire 500? Est-ce qu'il va en faire 800? Le résultat, au bout du compte, il ne sera pas du tout le même. Et si son utilisation n'est pas à l'optimum, peut-être il faut que je me tourne vers d'autres solutions, comme l'achat commun, comme l'ACUMA, comme la location, comme le recours à l'entreprise. Il y a plein d'autres solutions possibles. Alors, une autre série de questions portait sur la gestion des systèmes de culture et sur les assolements. Alors, c'est une question compliquée aujourd'hui en Brie et dans toutes les zones intermédiaires. On sait aujourd'hui que la rotation traditionnelle qui a fonctionné depuis 30 ou 40 ans, blé, orge, colza, eh bien, elle est aujourd'hui obsolète. Parce que on a une concentration d'agresseurs, parce qu'on a des problèmes de résistance au désherbant,
parce qu'on a de moins en moins de produits de traitement efficaces, ce qui fait que cette rotation simplifiée, eh bien, elle est complètement aujourd'hui mise à mal. Alors la diversification des cultures, c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. Vous avez pu constater que ces dernières années, par exemple, la févrole, on a connu beaucoup de déboires, les betteraves, on en a connu aussi ces dernières années, et pourtant, ça reste une priorité. Et d'ailleurs, quand on compare les deux quartiles, bien, il est clair que le quartile 1 parvient à développer et à maintenir des assolements plus diversifiés que le cinquième quartile. Et ça, c'est effectivement important parce que derrière ça, il y a des enjeux environnementaux avec, par exemple, les doses d'azote lorsqu'on introduit des légumineuses ou avec des cultures peu gourmandes en intrants comme le tournesol, le chanvre. Il y a des enjeux agronomiques, l'alternance de cultures d'hiver, de cultures de printemps, le fait de réduire les résistances en multipliant les cultures. Et puis, il y a des enjeux aussi économiques. Et parfois, sur les enjeux économiques, eh bien, la marge brute de la culture, certes, il est faible, sauf que la marge brute de la rotation, elle, eh bien, finalement, elle est meilleure. Parce qu'effectivement, quand vous introduisez des nouvelles cultures, eh bien, vous pouvez améliorer aussi, souvent, la marge des cultures qui suivent, et pas seulement le niveau de la culture, de la marge de la culture mise en place. Donc ça me paraît important, même si c'est compliqué et c'est pas simple. La diversification des assolements, c'est une clé pour demain dans les systèmes brillards. Alors, sur les pratiques agronomiques, je ne suis pas trop long, non, ça va. Bon. Sur les pratiques agronomiques, il y avait deux séries de questions sur le travail du sol et puis sur les apports d'intrants. Sur le travail du sol, rien de bien particulier, si ce n'est que ce qu'on constate, notamment dans le premier quartile, c'est une adaptation permanente aux conditions spécifiques de l'année, à la météo de l'année. Hein, c'est clair que ça me paraît important, cette adaptation en matière de travail du sol pour bien sentir son sol et faire les bons choix agronomiques pour ce travail du sol. En matière d'intrants, là encore, il n'y a pas de grande différence. Qu'on peut dire quand même dans le quartile 1, c'est que on est plutôt sur des conduites raisonnées, adaptées à la situation et au potentiel de chacune des cultures, plutôt que sur une conduite extrême de réduction des intrants, qu'on n'a pas retrouvé finalement dans ce premier quartile. Voilà. Une dernière série de questions portait sur l'externalisation des activités, c'est-à-dire la part des travaux qui sont faits par une entreprise dans vos exploitations, avec deux types de matériel, deux types d'activités, on va dire du matériel spécifique sur des cultures, on va dire, sur des types de matériel qui est difficile à amortir sur une exploitation, par exemple la récolte des betteraves ou l'épandage de fertilisants, et puis à côté de ça, du matériel dédié, lui, plus sur de l'activité classique de céréales et oléagineux. Bon, là encore, on n'a pas vu d'éléments fortement différenciants, si ce n'est que ce qu'on constate, c'est que, bien évidemment, le matériel qu'on ne peut pas amortir directement, où on ne peut pas trouver de rentabilité sur l'exploitation, il est plus souvent dédié à l'ETA ou à l'extérieur. Mais là encore, je pense que externaliser une activité ou une récolte, eh bien, ça répond à un certain nombre de questions et il n'y a pas de stratégie gagnante non plus en la matière. Si on a besoin de temps, si on est sur une nouvelle activité pour laquelle on ne veut pas investir parce qu'on n'est pas sûr de la maintenir dans le temps, ou si tout simplement
le matériel qu'on va acheter, il n'est pas compétitif compte tenu de la surface à engager, eh bien, l'externalisation, elle a tout son sens. Hein. Et finalement, si je devais conclure sur ces éléments-là, je dirais qu'il n'y a pas de modèle unique, c'est ce qu'on constate finalement au travers de l'enquête. Il n'y a pas de modèle unique de stratégie gagnante. Tout est affaire de contexte, hein, et ce qui est important finalement, c'est de faire des choix cohérents avec ma motivation, avec mes objectifs personnels et professionnels, avec les capacités de mon entreprise, avec aussi les opportunités ou les contraintes de mon environnement. Voilà, finalement, c'est toute cette analyse qui va conduire à choisir une stratégie plutôt qu'une autre. Voilà ce que je voulais vous dire et Olivier, je te rends la parole. Merci Jean-Marie pour ces observations. Donc effectivement, je vois il y a une question qui est arrivée. Je pense qu'on répondra dès qu'on aura fini la présentation, mais une question intéressante concernant les industriels. Concernant les pistes de réflexion qu'on peut en tirer ou les enseignements qu'on peut en tirer, voilà, il n'y a pas de grande différence stratégique entre voilà, le quintile supérieur et le quintile 5. Voilà, c'est plus lié à voilà, une stratégie d'exploitation que vous allez déployer sur vos exploitations. On note que toutefois que les exploitations qui sont dans le quintile supérieur s'approprient mieux la gestion de leur exploitation, s'approprient mieux certains domaines, notamment la mécanisation sur le matériel, on va dire, non dédié ou qui peut travailler sur l'ensemble des cultures. Quand il est maîtrisé par l'exploitation, c'est plutôt mieux. Hein, c'est bien sûr en respectant la saturation et l'optimum en termes d'utilisation. Et il y a d'autres sujets qui restent encore à évoquer, c'est l'accès au conseil, c'est bien vérifier l'efficience du travail, du temps que vous mobilise chaque production et est-ce que la rentabilité du temps que vous passez par rapport à certaines activités, est-ce que voilà, elle ne mérite pas d'être réfléchie pour être optimisée, hein, et donc les 4 axes que nous avons identifiés qui étant levier de performance aux exploitations, c'est la valorisation du produit. Donc, on l'a très bien vu tout à l'heure. On n'est pas là pour dire il faut vendre au prix moyen, il faut vendre au cours du jour. C'est l'appropriation de la méthode et puis d'aller jusqu'au bout en termes d'appropriation. Hein, la commercialisation au cours du jour, ça ne s'improvise pas. On peut faire un coup de temps en temps, mais ça n'est pas toujours gagnant si on n'a pas une réelle stratégie de conduite de cette façon de commercialiser. Donc, après, en fonction de son OS, effectivement, voilà, il peut y avoir de très bons résultats en termes de commercialisation. Les pratiques agronomiques, donc voilà, c'est pas blanc, c'est pas noir, hein, donc il y a des pratiques agronomiques qui sont vertueuses d'un point de vue médiatique, mais d'un point de vue technique, faut s'y approprier. Donc là, faut aller jusqu'au bout de la maîtrise technique pour que ça fonctionne. Les investissements, donc on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans notre présentation, donc ça c'est un point clé de la réussite de vos résultats. Et donc la main d'œuvre, donc effectivement à optimiser en termes de temps au niveau de vos exploitations. Ce n'est pas une conclusion générale, il ne faut pas en tirer. Voilà, il n'y a pas une piste, il y en a plusieurs des pistes. Hein, donc c'est bien l'implication dans vos exploitations et dès que vous avez identifié un point faible, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour pouvoir le résoudre ou l'améliorer au niveau de votre exploitation. Et donc voilà, plutôt que de chercher une stratégie gagnante, plutôt voilà se poser des questions sur quels sont les leviers que je pourrais optimiser sur mon exploitation. Donc c'est pour pouvoir me comparer à mon environnement. C'est identifier les freins et les problèmes qui sont liés à mon exploitation ou à mon fonctionnement, à mon organisation. Comment les identifier, comment les résoudre. Et donc après, c'est essayer d'identifier les alternatives. Donc ça peut se matérialiser par une petite remise en cause d'un domaine de l'exploitation ou peut-être une grosse remise en cause, mais qui peut être salutaire ou qui peut voilà, complètement changer la performance ou le fonctionnement ou les résultats de l'exploitation. Donc notre rôle auprès de vous, de vos exploitations,
c'est de vous guider dans sa réflexion. C'est voilà, un œil extérieur, ça permet d'avoir une vision un peu détachée de vos problématiques d'exploitation et éventuellement vous aider à identifier ces points à améliorer, identifier et mettre en place des plans d'action ensemble. C'est vous orienter vers aussi les personnes les plus adéquates qui peuvent répondre à vos problématiques. Hein. Donc, si c'est d'ordre technique, d'ordre économique, d'ordre financier. Donc, voilà, vous êtes entouré d'un certain nombre de compétences. Et donc, l'objectif, c'est que on soit là pour vous apporter ces leviers-là et donc construire ensemble les accompagnements et les solutions pour voilà, passer ces caps qui sont peut-être aléatoires en ce moment d'un point de vue climatique, financier, économique, etc. Mais voilà, le monde change et on est en perpétuel renouveau. Ouais. Donc merci pour votre attention. Donc je vois que Lucas nous a posé une question. Il faut arriver à intéresser les industriels. Donc je vais répondre. Jean-Marie, éventuellement, vous pourrez compléter. Effectivement, avant de se lancer dans une production ou de choisir une diversification sur l'exploitation, c'est bien de vérifier est-ce qu'il y a un marché, est-ce que c'est un marché de niche, est-ce que c'est un marché local, est-ce que c'est un marché de masse et auquel cas on va on va se tourner vers un industriel. Si c'est un marché de niche, c'est peut-être une vente locale, directe, etc. Mais c'est une des clés de réussite, effectivement, c'est de se soucier cette production qui apparaît dans mon assommement, dans mon entreprise, quel débouché il a, est-ce que je peux la contractualiser? On parlait de Févrole tout à l'heure, effectivement, avec les aléas ou les difficultés qu'elle peut rencontrer, cette production-là. Voilà, ça va dire que ça va être votre coopérative qui va commercialiser. Donc, c'est bien de vérifier avec elle si voilà, il y a une valorisation intéressante à mettre en œuvre. Après, sur une diversification de petites productions, marché de niche, effectivement, c'est de voir comment je peux la déployer sur mon exploitation, comment je peux la commercialiser, est-ce que c'est moi seul, en groupe avec d'autres exploitants par rapport à constituer une gamme à commercialiser et attirer le client. Donc voilà, effectivement, ce sont des réflexions qui sont stratégiques dans la réussite de votre production. Alors Jean-Marie, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par Oui, rapport à l'industriel, mais ouais, ce que je voudrais dire, c'est que parfois, c'est plus facile à intéresser un industriel quand on représente une masse suffisante, même si ça reste un marché de niche. Et c'est pour ça que parfois, passer par son OS ou réussir à constituer un petit groupe local pour aller voir les industriels, ça a parfois un peu plus de poids que d'y aller tout seul. Hein. Et voilà, c'est peut-être aussi une des façons euh, de, de trouver justement ces diversifications nécessaires.